Imaginez la scène, fin 1942, à un point aride dans le sud-ouest américain. Un jeune soldat japonais, nouvellement malade de son adolescence, se plie sur un plateau en métal qui, dans son esprit, devrait être son dernier repas. Les mains ne secouent pas par la peur de la mort, mais pour l'incrédulité de ce qu'il voit devant lui. Des tranches épaisses de bœuf succulent, purée de pommes de terre nageant dans du beurre fondu, des pains frais sortant du four et des légumes qui ne peuvent même pas s'identifier. Pendant un moment, cela se demande s'il ne serait pas un piège psychologique cruel. Après tout ce qu'ils avaient enseigné sur la barbarie américaine abus, la faim, la torture réservée aux prisonniers japonais la préparaient au pire, battre, inanition, peut-être une exécution sommaire. Mais cette abondance, cette fête qui se moquait de tout le discours du sacrifice et du rationnement que je connaissais? Cela, personne ne l'avait préparé à affronter. Son nom était Hiroshi Nakamura. Et comme des milliers d'autres soldats japonais qui sont tombés entre les mains des Américains pendant la Seconde Guerre mondiale, il était sur le point de constater que la réalité pourrait être beaucoup plus surprenante et dérangeante que n'importe quelle propagande. Le choc ne se limitait pas à la nourriture, bien que cela suffisait à secouer qui que ce soit. C'était quelque chose de plus profond, affronter une contradiction aussi radicale qu'elle ébranlerait ses notions de guerre, d'honneur et d'humanité au milieu du chaos. Pour comprendre l'impact de cette expérience, vous devez plonger dans ce qui était impensable dans leur situation. Dans la culture militaire japonaise de l'époque, la remise n'a pas seulement découragé, elle était littéralement inconcevable. Le Bushido, un code d'honneur ancré dans la formation des soldats, a dicté que la mort était préférable 1000 fois à la honte de la capture. Les attaques de Banzai n'étaient pas seulement des tactiques de guerre, mais des actes de rédemption spirituelle. Ils ont enseigné à ce que le prisonnier tachait non seulement son propre nom, mais aussi que de la famille, des ancêtres et de l'empereur lui-même. Les chiffres sont éloquents, tout au long de la guerre du Pacifique, moins de 20 000 militaires japonais ont été capturés par les Alliés, une fraction dérisoire face aux millions qui ont servi. Non pas parce qu'ils étaient imbattables, mais parce que la plupart ont choisi la mort. Ceux qui se sont retrouvés entre les mains ennemies étaient généralement inconscients par des blessures, arrêtés par des circonstances en plus de leur contrôle, ou une partie d'une minorité qui, contre toutes les croyances, a opté pour la survie au détriment de l'honneur. Beaucoup sont arrivés dans les champs de prisonniers américains dans un état de dévastation psychologique qui allait bien au-delà des traumatismes de bataille. Ils avaient franchi une ligne que leur éducation culturelle pensait intouchable. Certains s'attendaient, même souhaitaient, l'exécution immédiate, en voyant le seul moyen de sauver un reste de dignité. Au lieu de cela, ils sont tombés sur un système qui a fonctionné sous une logique complètement étrange. Alors que les prisonniers japonais ont combattu leur crise existentielle, les autorités militaires américaines ont mis en œuvre un modèle basé sur des principes opposés. Les États-Unis avaient rejoint la Convention de Genève de 1929 et, même avec le Japon, n'ayant pas ratifié le traité, ont décidé de traiter tous les prisonniers conformément aux normes internationales. Il ne s'agissait pas seulement de se conformer aux lois, c'était une pure stratégie. Les commandants américains savaient que les nouvelles sur le traitement équitable pouvaient encourager davantage de reddition, sauvant des vies de leurs propres soldats. De plus, les prisonniers bien traités pourraient offrir des informations précieuses sur les tactiques ennemies, les positions et la morale. Mais il y avait quelque chose encore plus puissant, traiter les valeurs américaines capturées avec l'humanité et créer un contraste brutal avec les atrocités de l'Axe, une arme propagandiste en soi. La logistique derrière ce système était impressionnante. En 1945, les États-Unis abritaient plus de 425 000 prisonniers de guerre dans des domaines à travers le pays. La plupart étaient allemands et italiens, mais il y avait des milliers de Japonais, capturés principalement dans les phases finales de la campagne du Pacifique, lorsque les forces américaines se sont avancées vers les îles japonaises. Ces champs étaient l'opposé de l'enfer auquel les Alliés étaient confrontés entre les mains japonaises. Les installations américaines ont assuré des logements décents, une assistance médicale, des activités récréatives et cruciales pour nos antécédents, des repas nutritifs qui ont égalisé, ou dépassé, les aliments des soldats américains eux-mêmes. L'ironie était nette, de nombreux prisonniers japonais aux États-Unis ont mieux mangé que les civils dans leur propre pays, qui souffraient de rations de plus en plus graves. Les premiers contacts ont révélé des abysses culturels si profonds qui bordaient l'absurdité. Prenez un exemple apparemment simple, l'examen médical de routine. Médecins américains, à la suite de protocoles, défait des prisonniers pour inspection. Pour les soldats japonais, créés dans une culture où la nudité publique était une source de honte profonde, elle pourrait être plus traumatisante que sa propre capture. Mais c'était le premier repas qui a vraiment démantelé toutes les certitudes, des deux côtés.
Les sergents responsables de la nourriture, suivant les réglementations, servaient des parties généreuses, entre 3000 et 4000 calories quotidiennes, la même chose qu'un soldat américain actif reçu. Pour contextualiser, en 1944, un civil japonais a survécu avec environ 1500 calories par jour, et les combattants de première ligne étaient souvent moins dus aux lignes d'approvisionnement interrompues. Le sergent William Morrison, qui a servi à Campo de Camp McCoy dans le Wisconsin, s'est souvenu de l'étonnement sur les visages des nouveaux arrivants. Ils ont regardé les plateaux comme un piège, a-t-il déclaré. Certains ont mangé un quart de ce que nous avons offert et nous sommes arrêtés, comme s'ils avaient peur d'être punis pour un excès. Nous avons dû expliquer, à plusieurs reprises, c'est le vôtre. Et il y en aura plus au prochain repas. La confusion est allée au-delà de la quantité. La cuisine militaire américaine, même dans sa version institutionnelle, représentait un niveau d'abondance et de variété qui semblait hors d'un rêve pour les hommes utilisés au riz, aux légumes en conserve et aux poissons sporadiques. Le bœuf était un luxe que la plupart n'avaient jamais prouvé, avant même la guerre. Les produits laitiers comme le beurre et le fromage étaient pratiquement inconnus dans le régime traditionnel japonais. Des fruits et légumes frais, disponibles toute l'année grâce au système agricole et aux techniques de conservation, contrastent avec la rareté saisonnière qui marquait la nourriture au Japon. Mais le plus désorientant était comme cette abondance contredisait tout ce qu'il leur avait appris sur l'ennemi. La propagande japonaise dépeint les Américains comme un peuple faible et en décomposition, incapable de supporter la privation. Cependant, ils étaient, face à un système qui, même en guerre, maintenait des normes d'humanité qui ont contesté toutes les attentes. Ce fut le début d'une revue forcée et douloureuse, de tout ce qu'ils croyaient. Le récit qui les avait imposés était clair, la richesse américaine a germé de l'exploitation des autres, un château de l'être sur le point de s'effondrer face à la force spirituelle japonaise et à la discipline militaire. Et pourtant, il y avait ces mêmes Américains d'où, pas simplement écraser les forces japonaises au combat après la bataille, mais le faire car ils maintenaient un niveau d'abondance matérielle qui semblait se moquer de l'idée même du sacrifice en temps de guerre. Comment une nation pourrait-elle offrir des repas complets à ses ennemis tout en concevant la puissance militaire à travers tout le Pacifique? La dissonance cognitive était insupportable. Le soldat peu profond Kenji Yamamoto, capturé pendant la bataille de Seppan en 1944, décrira plus tard, dans une interview d'après-guerre, le tourbillon de doutes qui le consomme, ils m'ont appris que les Américains étaient faibles parce qu'ils aimaient le confort. Mais s'ils pouvaient donner ce même réconfort à leurs prisonniers, tout en nous battant sans merci, quel type de force était-il? J'ai commencé à remettre en question tout ce que je pensais savoir sur cette guerre. Et ce n'étaient pas seulement les questions militaires qui les tourmentaient. De nombreux prisonniers japonais ont commencé à remettre en question les grands récits qui leur avaient été imposés sur la société américaine, sur les véritables objectifs du conflit, sur l'honnêteté même de leur gouvernement. Si les promesses américaines de traitement humain des prisonniers se révélaient vraies, quoi d'autre, parmi les « mensonges de l'ennemi », pourrait-il être réel? Une fois le choc initial passé, la routine des camps de prisonniers américains a continué à bouleverser leurs certitudes. Les horaires des camps de prisonniers de guerre semblaient presque indolents comparés à la discipline spartiate de la vie militaire japonaise. Ils se réveillaient à des heures raisonnables, recevaient 3 repas copieux par jour et avaient du temps pour se divertir, étudier et même faire des activités créatives, un luxe impensable. Les possibilités de loisirs, en particulier, étaient désorientantes. Suivant les directives de la Convention de Genève, les autorités américaines encourageaient les prisonniers à organiser des activités sportives, artisanales et même des groupes d'études. Soudain, ces hommes, entraînés à valoriser uniquement la vertu martiale, eurent accès à des livres, des instruments de musique et du matériel artistique. Certains camps abritaient même de petits orchestres et compagnies de théâtre. Pour les soldats élevés dans l'idée que délicatesse était synonyme de faiblesse, de telles activités, frivoles, semblaient, au début, comme une humiliation élaborée. Mais peu à peu, beaucoup ont commencé à redécouvrir quelque chose de perdu en eux, des fragments d'humanité que des années d'endoctrinement militaire avaient ensevelis. Ils ont commencé à s'enseigner des compétences qui n'avaient rien à voir avec la guerre, la calligraphie, la poésie, l'artisanat traditionnel qui les a reconnectés à un Japon au-delà de la machine de guerre. Dans l'étrangeté de ces murs, la captivité leur a rendu des morceaux d'eux-mêmes qu'ils ne savaient même pas avoir perdus. Même le travail forcé ou obligatoire par la Convention de Genève, mais interdit de servir directement à la production de guerre, est devenu une autre source de perplexité. De nombreux Japonais furent affectés à des fermes, des usines alimentaires ou à des travaux de génie civil qui, à première vue, n'avaient rien à voir avec l'effort de guerre. Comment les Américains pourraient-ils,
gaspiller le travail des prisonniers dans des tâches non essentielles tout en soutenant une industrie capable de traverser les océans? La réponse, implacable, résonnait dans leur esprit: si même le travail des ennemis capturés était un luxe qu'ils pouvaient se permettre, de quelles ressources cette nation devrait-elle disposer? Du côté américain, ces prisonniers bien nourris et relativement calmes représentaient une mine d'or de renseignements. La culture militaire japonaise, qui prêchait la mort avant le déshonneur, a eu un effet secondaire inattendu. Ceux qui ont survécu avant d'être capturés détenaient souvent des informations précieuses précisément parce qu'ils n'auraient pas dû survivre pour les partager. Contrairement aux Allemands ou aux Italiens, qui recevaient une formation sur ce qu'il fallait révéler en cas de capture, les soldats japonais n'avaient même pas cette préparation, car la reddition était considérée comme impossible. Confrontés aux interrogateurs américains qui les traitaient avec respect et leur offraient de meilleures conditions que nombre d'entre eux n'avaient connues depuis des années, plusieurs prisonniers japonais se montrèrent étonnamment bavards. Non par trahison, mais par besoin urgent de lui donner un sens. Ils nous ont posé des questions sur l'Amérique, sur nos objectifs de guerre, sur la façon dont nous pouvions nous permettre d'être si généreux même envers les prisonniers, a observé le major Robert Sherwood, un officier du renseignement qui a travaillé avec les Japonais capturés dans le Pacifique. Et, en essayant de nous comprendre, ils ont fini par révéler des détails sur les positions japonaises, le moral des troupes et les stratégies que nous n'aurions jamais pu obtenir grâce à des interrogatoires brutaux. Ces informations se sont révélées inestimables. En utilisant les forces américaines préparées pour le dernier vol du Japon. Les données sur les défenses japonaises, la volonté des troupes et l'humeur de la population civile ont aidé les planificateurs américains à prévoir ce qui les attendait dans une éventuelle invasion des îles principales. Dans un tour du sort cruel, le traitement humain rejeté aux prisonniers japonais peut ironiquement raccourcir la guerre et épargner des vies, des deux côtés. Au cours des mois, beaucoup de ces hommes ont subi des transformations psychologiques profondes. La honte initiale de la capture a cédé la place à un territoire émotionnel beaucoup plus complexe. Certains ont commencé à remettre en question non seulement la conduite de la guerre, mais leur propre fondation. Le contraste entre le traitement qu'ils ont reçu et les rapports qui sont arrivés, filtrés mais impossibles à ignorer, comment le Japon a traité les prisonniers alliés était un couteau dans la conscience. Grâce aux lettres et aux communications soigneusement supervisées de la Croix-Rouge, certains ont appris des conditions brutales dans les domaines japonais, travail forcé, faim systématique, abus qui abordaient la torture. Cette connaissance a déclenché une crise morale. Si leurs propres forces ont commis des atrocités pendant que l'ennemi montrait l'humanité, quelle justice était dans sa cause? Pour certains, la capture n'est plus une marque d'échec et a été considérée comme une sorte de salut, physique et spirituel. Le docteur Tishi Nakamura, un médecin capturé aux Philippines, écrit plus tard sur sa métamorphose dans ce domaine américain: « J'ai mangé mieux que mon enfance. J'ai lu des livres interdits au Japon. Les gardes m'ont traité comme un être humain, pas comme un nombre. J'ai commencé à me rappeler qui j'étais avant la guerre qui m'a transformé en une machine terrifiante et libératrice. » Les nouvelles sur les conditions dans les champs américains ont commencé à fuir pour les lignes japonaises encore au combat, malgré les efforts des censeurs militaires. La machine publicitaire a travaillé dur pour étouffer toute information qui pourrait encourager la reddition, mais les soldats parlent, et les rumeurs se sont propagées, en particulier lorsqu'ils défient les dogmes plus profonds. Certains commandants japonais ont remarqué un changement subtil dans le comportement de leurs troupes alors que la guerre a été traînée, une hésitation où il y avait autrefois un fanatisme, une fatigue qui ne s'est plus déguisée. La graine du doute, une fois plantée, a grandi en silence. Après tout? Ce moment se figea dans le temps non seulement pour l'ampleur de la nouvelle, mais pour l'ironie brutale qu'elle portait. Nakamura a serré le fruit entre ses doigts, sentant son poids, sa texture impeccable, un symbole vivant de l'abondance qui avait été perplexe pendant des mois. Maintenant, cette même nation qui lui a nourri de générosité inégalée avait démontré une capacité de destruction qui allait au-delà des cauchemars les plus sombres de la propagande japonaise. Il ne s'agissait plus de savoir si le Japon pouvait être vaincu, mais comment cela survivrait ce qui allait arriver plus tard. Dans les jours suivants, les terrains de prisonniers américains sont devenus microcosmes d'un Japon qui ne savait pas encore que son monde s'était effondré. Les hommes, auparavant divisés entre ceux qui ont résisté à l'idée de se rendre et ceux qui avaient déjà accepté leur nouvelle réalité, étaient maintenant unis par un choc collectif. Les conversations la nuit, autrefois remplies de spéculations sur la fin de la guerre, ont gagné un ton urgent et presque désespéré. S'ils ont cette arme, marmonna un sergent vétéran, dont les mains tremblaient en tenant une cigarette américaine, puis tout le Bushido, tous les Gyokusei attaques suicidaires, c'est juste, de théâtre. Nous combattions des épées contre la foudre.
Les nouvelles des bombes atomiques ont non seulement accéléré la reddition japonaise, elle a redéfini la reddition à ses hommes. Jusque-là, beaucoup considéraient encore la capture comme une défaillance personnelle, une tâche en leur honneur que seule la mort pouvait se laver. Mais face au pouvoir, ce qui a rendu la résistance physique impossible, la notion même de l'honneur a commencé à se désintégrer. Si l'empereur, divin et intouchable, avait ordonné la reddition, quel espace restait pour une fierté individuelle? Certains prisonniers, comme Nakamura, ont ressenti un soulagement amer, leurs doutes secrets à propos de la guerre avaient été validés par l'histoire. D'autres, cependant, ont plongé dans un silence tourmenté, comme si la défaite n'était pas seulement militaire, mais existentielle. Les Américains, à leur tour, ont observé cette crise d'identité avec un mélange de fascination et de prudence. Les psychologues militaires, qui étudiaient le comportement des prisonniers depuis des mois, ont noté chaque réaction avec un intérêt presque clinique. Ils ne pleurent pas pour la défaite, a écrit un officier du renseignement dans son rapport. Ils pleurent parce que tout ce qu'ils croyaient, la supériorité spirituelle du Japon, la faiblesse morale de l'Occident, ruinés en 2 guerres. Les gardes, dont beaucoup avaient développé des liens inattendus avec leurs prisonniers, étaient maintenant dans un dilemme: comment réconforter les hommes dont l'univers moral avait été réduit en décombres? C'est dans ce vide de certitude que les premiers signes de réconciliation improbables ont commencé à émerger. Des prisonniers qui ont précédemment refusé de parler aux Américains posent maintenant des questions directes, presque enfantines sur la façon dont le pays avait l'intention de traiter le Japon après la guerre. « Tu vas nous tuer tout le monde ?» demanda un jeune homme recruté, ses yeux fixes sur le sol. « Ou nous laisseront-ils reconstruire ?» La réponse d'un sergent américain: « Personne ne veut voir des enfants japonais affamés. La guerre est terminée. Maintenant, il est temps de penser à demain », a fait écho comme une révélation. Pour les hommes créés pour voir la miséricorde comme une faiblesse, cette phrase simple a été un coup final à tout ce qu'il leur avait enseigné. Lorsque les premières images d'Hiroshima et de Nagasaki sont arrivées dans les champs, par le biais de journaux censurés ou de rapports d'officiers, l'impact a été dévastateur. Il n'était pas seulement des villes détruites, c'était la preuve que le Japon, avec sa discipline et son sacrifice, avait été surmonté non pas par une force majeure, mais par une civilisation qui dominait les propres lois de la nature. Certains prisonniers, incapables de traiter l'ampleur de la destruction, sont tombés dans un mutisme profond. D'autres, comme Nakamura, ont trouvé une étrange clarté. « Nous avons perdu », a-t-il écrit dans son journal, mais pas pour un ennemi. Nous avons perdu dans l'avenir. Et c'est cet avenir maintenant inévitable qui les attendait à travers l'océan. Un Japon dévasté, un empire démantelé et une nation qui, contre toutes les attentes, a tendu la main pour ne pas les écraser mais pour les élever. Le voyage de retour à la maison serait long, et plus douloureux que n'importe quelle bataille. Mais pour la première fois, ces hommes ont été autorisés à rêver d'elle. Mais après tout, contre qui nous nous battions vraiment? La question résonnait comme un fantôme dans l'esprit de ces hommes, maintenant confrontés à une vérité qui a effondré tout ce qu'on avait appris à croire. Pendant des mois, ils avaient débattu entre la propagande qui les a nourris avec des mythes de l'abattage et la réalité qui a été imposée devant eux, implacable et écrasante. Et puis est venue la preuve définitive, une nation capable de diviser l'atome alors qu'un pain part, le même que, paradoxalement, les traiter avec une humanité qui n'avait jamais vécu dans leur propre pays. Pour beaucoup, c'était trop. Certains se sont réfugiés dans le déni, comme si, lors de la fermeture des yeux, pouvaient effacer ce qu'ils avaient vu. D'autres coulaient dans des silences sombres, écrasés par le poids d'une révélation qui a détruit non seulement une armée mais un univers entier de croyances. Mais il y avait ceux pour qui la prison est devenue une étrange libération, pas la défaite humiliante qu'ils craignaient, mais un sauvetage inattendu d'un conflit qu'ils ont maintenant réalisé, ils n'ont jamais eu la chance de gagner. Puis est arrivé le 15 août 1945. Dans les champs d'arrestation, répartis à travers l'Amérique, des groupes japonais se sont rassemblés autour de radios poussiéreuses, écoutant quelque chose qu'aucun d'entre eux n'imaginerait jamais: un témoin, la propre voix de l'empereur, transmise directement au peuple. Ce n'était pas un discours de victoire, ni un appel à la résistance à la mort. C'était la reddition. Prononcée dans un japonais archaïque, presque incompréhensible pour beaucoup de ces hommes, dont, principalement jeunes et grossiers, pouvaient à peine suivre les mots, cette transmission n'était pas seulement la fin d'une guerre. C'était l'effondrement d'un dogme. Il n'y a pas eu de cri de soulagement, pas de larmes de gratitude pour la fin de l'effusion de sang. Il y avait plutôt un lourd silence, brisé uniquement par des sanglots étouffés. Ils n'ont pas pleuré pour la paix, mais pour la mort de quelque chose de beaucoup plus grand qu'un empire, l'illusion qu'ils étaient divines,
intouchable, destiné à gouverner. L'homme qui avait appris à vénérer comment un dieu vivant venait d'admettre la défaite. Pour ceux qui avaient été créés dans la foi aveugle de l'invincibilité japonaise, ce n'était pas une capitulation militaire. C'était l'apocalypse. Dans le champ McCoy dans le Wisconsin, le sergent Morrison a observé la scène avec un mélange de fascination et d'inconfort. Ils se sont assis silencieux pendant des heures, se souvenaient-ils plus tard. Certains ont pleuré, mais pas comme qui regrettent une bataille perdue. C'était comme s'ils étaient en deuil pour le ciel lui-même. Les anciens, piégés dans les codes anciens, ont murmuré sur Seppuku, mort honorable. Mais les jeunes, ceux qui avaient passé des mois à manger de la viande, à dormir dans des lits propres, à recevoir un traitement médical, les ont dissuadés. Peut-être, après tout, ils avaient commencé à comprendre que l'honneur n'avait pas besoin d'être mesuré dans du sang renversé, mais en vie préservée. Et c'est précisément dans ce discours de reddition, parmi les paroles soigneusement choisies de l'empereur, que beaucoup ont trouvé un fil d'espoir. Hirohito avait parlé à endurer l'insuffisance et à se rendre pour épargner les gens de plus de souffrance. Pour les hommes tourmentés par la culpabilité de survivre tandis que d'autres sont tombés, ces phrases étaient un pardon rétroactif. Ils n'étaient pas des traîtres. Ce n'étaient pas des lâches. Ils étaient, pour la première fois, autorisés à vivre. Au cours des semaines suivantes, les administrateurs de terrain américains ont rencontré un défi que personne n'avait prédit: comment reconstruire l'identité des hommes dont la boussole morale avait été réduite à la poussière. Le code d'honneur qui les a définis, fidélité incontestable, le sacrifice comme une vertu suprême, ruiné avec Tokyo et Hiroshima. Beaucoup erraient comme des fantômes, ne sachant pas qui ils étaient maintenant qu'ils n'étaient plus de soldats, ni de héros, pas d'ennemis. Certains, cependant, ont trouvé un nouveau sens dans l'excès même qui les avait choqués au début. Si l'Amérique pouvait nourrir ses prisonniers mieux que beaucoup de Japonais libres, la force d'une nation n'a peut-être pas seulement été mesurée dans les canons et les baïonnettes. Il y avait peut-être une autre façon de servir le pays, ne pas mourir pour cela, mais aider à le reconstruire. Le docteur militaire Tishi Nakamura, celui qui avait inscrit dans son journal l'étrange générosité des Américains, est devenu une sorte de conseiller informel parmi les prisonniers. Nous leur avons dit que nous avions reçu un cadeau, écrit-il plus tard. La chance de voir de près comment une société pourrait fonctionner autrement. Quels vieux ennemis pourraient être traités avec la dignité. Cette connaissance serait notre plus grand atout à notre retour. Nous pourrions aider à ériger quelque chose de mieux descendre. Peu à peu, l'idée gagnait de la force. Cette prison, qui aurait dû être une marque de honte, est devenue une école improbable. Ils avaient vu que la prospérité et le pouvoir n'étaient pas incompatibles, que le traitement de l'ennemi d'humanité n'était pas une faiblesse, et que l'abondance partagée était plus puissante que la rareté accumulée. Mais le vrai test n'était pas encore à venir, le retour. Reporter la manceuse n'était pas seulement une question de logistique. C'était pour revenir. Des hommes en bonne santé, bien placés, de retour dans un pays qui pouvait à peine rester debout. Le tardif du Japon de 1945 était un squelette de ce qu'il était sorti, des villes secouées, une économie de contrôle, un peuple réduit à la survie avec des aliments de patates douces et de l'écorce d'arbres. La différence entre eux et leurs compatriotes serait une arnaque en vue. Les autorités américaines savaient qu'elles devaient dose ce choc. Ils ont progressivement réduit les rations des prisonniers, préparant leur corps à la faim qui les attendait. Ils leur ont donné des briefings détaillés sur la dévastation à la maison, les avertissant de ce qu'ils trouveraient. Mais comment préparer quelqu'un à l'effondrement total de votre monde? Lorsque les navires ont finalement accosté dans les ports détruits, la réalité était plus cruelle que n'importe quel rapport ne pouvait décrire. Les hommes qui avaient mangé des steaks et légumes frais pendant des mois ont maintenant marché sur un terrain où les enfants roulaient des décombres à la recherche de nourriture. L'impact psychologique était brutal. Beaucoup ont connu une culpabilité si profonde qu'elle abordait les insupportables. Pourquoi ont-ils été épargnés? Pourquoi sont-ils revenus forts pendant que leurs familles partent? Certains ont été reçus avec un aspect de méfiance, accusés de lâcheté ou, pire, de trahison. Kenji Yamamoto, ce même soldat qui avait tremblé lorsqu'elle a vu une assiette de nourriture américaine, a trouvé une mère méconnaissable lorsqu'elle est rentrée à la maison. Elle avait vieilli 20 ans en 3, elle écrirait alors sa voix embargo. Il pesait moins qu'un enfant, et ses dents sont tombées dans le manque de nourriture. Quand il m'a vu en bonne santé, il m'a demandé si j'avais oublié comment être japonais. Cela me faisait plus mal que tous les Américains. Mais ces hommes sont revenus avec quelque chose au-delà des corps intacts. Ils sont revenus avec une vision dont le Japon avait désespérément besoin, preuve qu'il y avait d'autres façons.
Ils avaient vu une nation qui pouvait mener une guerre totale sans réduire son peuple à la misère. Ils avaient appris que la dignité n'avait pas besoin d'être conquise au détriment de la vie elle-même, et que même un ennemi pouvait devenir un allié en reconstruction. Alors que le Japon commençait à sortir des cendres sous l'occupation américaine, ces anciens symboles de prison sur la défaite sont devenus intentionnellement les premiers architectes d'un nouveau pays. Pas par hasard, beaucoup d'entre eux mèneraient la reconstruction, pas les épées, mais avec des idées. Après tout, ils avaient appris, dans l'endroit le plus improbable, que parfois la plus grande victoire n'est pas de mourir pour un empire, mais de vivre pour le construire à nouveau. Il a nourri une révolution silencieuse en moi. Ce n'était pas seulement l'abondance qui a été stupéfaite, c'était la preuve concrète que le monde pouvait travailler autrement. Alors que je mâchais ce poulet, si doux qu'il semblait fondre dans la bouche, et sentis la tarte à la pomme s'effondrer dans la langue, une question insistante commençait à germer: si les Américains traitaient même leurs ennemis, que pourraient-ils faire pour leurs propres citoyens? Ce n'était pas une charité. C'était un système. Un système qui a produit des excédents où nous ne connaissions que la rareté, qui a transformé le travail en prospérité où nous n'avons vu que le sacrifice. Tanaka n'était pas la seule à se rendre compte. Dans les camps de prisonniers se sont propagés aux États-Unis des milliers de Japonais, dont beaucoup de paysans qui n'avaient jamais vu de tracteur, des soldats qui n'avaient jamais mangé de viande à l'aise, ont commencé à comprendre que la défaite militaire pouvait être, paradoxalement, le prix d'entrée pour un avenir qu'ils n'avaient même pas osé. Ils sont retournés au Japon non pas en tant que victimes, mais en tant que messagers. Dans les villages dévastés par la guerre, dans les entrepôts vides des villes bombardées, ces hommes ont raconté des histoires qui ressemblaient à des fables, des fermes où une seule famille a nourri une centaine de personnes, des usines où les machines faisaient le travail de milliers, des écoles où les enfants ont appris à remettre en question plutôt qu'à obéir. Certains ont été reçus avec scepticisme: comment un empire qui nous a vaincus pour être si généreux? Mais les faits étaient têtus. Les grains Tanaka plantés à l'aide de graines américaines ont donné 2 fois plus. Les techniques d'irrigation qu'il a apportées du Mississippi ont réduit de moitié le temps passé sur le riz. En moins d'une décennie, sa coopérative a non seulement nourri sa région mais a exporté des excédents. Nous avons passé notre vie à nous battre pour les miettes, disait-il des années plus tard, jusqu'à ce que nous découvrions que le monde n'en avait pas besoin. Mais la transformation n'était pas seulement économique. Ces hommes avaient vécu quelque chose de plus radical, l'expérience d'être traités comme des individus dans une société qui, jusque-là, ne les considérait que comme des engrenages d'une machine de guerre. Dans les champs américains, ils ont appris qu'ils pouvaient se plaindre d'un superviseur inégalé, qui pouvait choisir de travailler dans la cuisine ou la récolte, que même un prisonnier avait le droit d'être entendu. Pour les soldats créés sous le code de Bushido, où la désobéissance était la trahison et le doute, la faiblesse, c'était une révélation aussi choquante que le premier morceau de pain blanc. Lorsque le Japon a commencé à écrire sa nouvelle constitution sous la tutelle américaine, ce ne sont pas seulement les occupants qui ont poussé les réformes démocratiques. Ce sont également ces anciennes prisons, maintenant réparties sous forme de graines sur un sol fertile, les enseignants qui ont présenté des débats en classe, les agriculteurs qui ont organisé des coopératives avec un vote égalitaire, des travailleurs qui ont exigé des unions avec des droits garantis. Ils n'ont pas prêché la démocratie parce qu'ils avaient lu sur elle dans des livres, mais parce qu'ils l'avaient vécu dans l'endroit le plus improbable, derrière le fil de fer barbelé sous le drapeau de l'ennemi. Et donc, ce qui a commencé comme un geste des prisonniers de la stratégie militaire américaine pour éviter les révoltes, est devenu intentionnel, la plus grande leçon de soft de l'électricité de l'histoire. Les États-Unis n'ont pas conquis le Japon uniquement avec des bombes et traités. Ils l'ont conquis avec des repas chauds, avec des salaires équitables pour le travail dans les champs, avec l'idée simple mais révolutionnaire qu'un homme, vaincu, avait toujours une dignité. Lorsqu'Hirohito, l'empereur, qui était autrefois divin, a été réduit à un symbole constitutionnel, il n'y avait pas de révolte dans les rues. Parce que, au fond, le Japon avait déjà été conquis par une idée plus puissante que n'importe quel mythe, qu'un pays n'avait pas besoin d'être formidable pour être fort, et il n'avait pas besoin d'être martyr pour être honoré. Par conséquent, lorsque les usines japonaises ont commencé à dépasser efficacement les Américains, lorsque les voitures Toyota nous ont envahi les routes, lorsque le miracle économique est devenu synonyme du Japon, peu se souviennent que tout avait commencé avec une assiette de nourriture dans un domaine de la prison. Mais les hommes qui y étaient n'y ont jamais oublié. Pour eux, l'abondance n'était pas un accident de l'histoire, c'était un choix. Et ils avaient choisi de le reproduire. Je n'ai jamais oublié cette assiette. La confession de Tanaka en 1980 n'était pas seulement la nostalgie, c'était la reconnaissance d'un moment qui avait redéfini sa vision du monde. J'ai nourri mon imagination.
Cela m'a montré que la rareté n'était pas une destination, mais une défaillance du système. Cette abondance n'était pas un miracle, mais une ingénierie possible. Tout ce qui est venu plus tard, les usines qui ont refait surface des cendres, les ports qui sont devenus des itinéraires mondiaux, la nation qui se leva à genoux, a commencé là-bas, entre l'odeur du pain chaud et le poids d'une fourche en métal en main qui ne connaissait que des baïonnettes. Les prisonniers japonais n'étaient pas seulement des témoins d'un banquet, ils ont été les premiers à comprendre que la guerre avait exposé une vérité plus profonde, la prospérité n'est pas une somme nulle. Cette révélation a transcendé les clôtures en fil de fer barbelé. Les expériences de ces hommes dans les champs américains sont devenues un manuel non marqué pour reconstruire les nations. Lorsque les Nations Unies ont examiné les conventions de Genève après 1945, ce n'était pas par simple idéalisme, c'est parce que les données étaient là, brutales dans leur clarté, les prisonniers bien traités sont rentrés chez eux en tant qu'ambassadeurs de la paix involontaire. Le soldat qui reçoit une plaque chauffante aujourd'hui peut être l'ingénieur qui projette le pont entre les anciens mensonges demain. L'abondance qui a choqué Tanaka n'était pas un geste isolé, c'était la graine d'un nouveau contrat social entre les nations. Le plan Marshall en Europe, les prêts pour la reconstruction japonaise, les programmes d'aide qui ont transformé le Pacifique sur un axe économique, tous ont porté l'ADN de ce premier déjeuner ont servi à des hommes affamés. La leçon était simple mais révolutionnaire, un monde où tout le monde mange est plus stable que celui où la moitié a faim. Mais le plus surprenant n'était pas l'impact géopolitique, c'était le miroir que ces champs ont soulevé avant l'humanité. Ces soldats japonais avaient été formés pour voir une race inférieure dans les Américains, dignes d'extermination uniquement. Les gardes américains, à leur tour, ont grandi en écoutant que les Japonais étaient des démons sans âme, capables de cruauté aveugle uniquement. Et cependant, lorsque le système les a forcés à regarder dans leurs yeux, un à travers les barreaux, un autre avec le plateau dans leurs mains, quelque chose s'est cassé. Ce n'est pas la méfiance qui a disparu immédiatement, mais l'impossibilité d'ignorer ce qu'ils avaient en commun, la faim, la fatigue, la peur de ne pas rentrer chez elles. Le pain qu'ils partageaient ne nourrissait pas uniquement des corps, des décennies de publicité démantelée. L'abondance, il n'y avait pas seulement de la nourriture, c'était la preuve que même dans l'enfer de la guerre, l'humanité pouvait choisir de ne pas se perdre. Voici le paradoxe qui osait nommer à l'époque, la même machine qui avait produit des bombardiers de destruction à l'échelle industrielle BE-29, des porte-avions, des usines de 24 heures pour la guerre, il était capable de générer plus que des armes. Il pouvait produire de la farine pour du pain qui nourrirait ses ennemis. Il pourrait transformer l'acier de char en rail de train pour reconstruire les villes. L'Amérique qui hantait le monde avec sa puissance militaire était la même que, à la fin de la guerre, a choisi de nourrir qui avait juré de détruire. Pas pour la faiblesse, mais par une force majeure, la compréhension qu'un empire construit sur des cendres serait toujours fragile, tandis qu'une construction sur des tables complètes pourrait durer les générations. Tanaka et ses compagnons ont non seulement vu un déjeuner, ils ont vu le contour d'un avenir où les anciens mensonges s'asseyaient sur la même table. Où l'abondance ne serait pas un privilège des gagnants, mais un projet collectif. Où la vraie victoire ne médiate pas dans les territoires conquis, mais dans des vies reconstruites. Et le monde, sans s'en rendre compte, a suivi ce sentier. Aujourd'hui, lorsqu'un conteneur quitte le port de Tokyo vers Los Angeles, ou lorsqu'un étudiant japonais reçoit une bourse pour étudier à Harvard, ou lorsque deux pouvoirs qui ont déjà dignes des traités de coopération des signent, il y a un écho de cette première fourche soulevée en serrant la main. La guerre avait prouvé que l'homme pouvait tout détruire. Ce plat a prouvé qu'il pouvait également choisir de créer. C'est la leçon qui persiste, d'urgence, dans un siècle où de nouveaux murs sont augmentés et la méfiance ancienne retenue, les plus grandes révolutions commencent par de petits gestes. Ce n'était pas un traité qui a changé le Pacifique, c'était un petit déjeuner servi à temps. Ce ne sont pas les clauses de reddition qui garantissaient la paix durable, mais la décision de traiter les défaites comme quelqu'un qui aurait encore un rôle dans demain. Lorsque le monde semble divisé entre ceux qui ont et ceux qui ne l'ont pas, entre ceux qui détestent et ceux qui sont détestés, il convient de se souvenir, l'abondance qui a choqué ces prisonniers n'était pas un appel. C'était un choix. Et les choix, contrairement aux destinations, peuvent être reproduits.